Bonjour, je suis Jérôme Yagère. Je vous présente le 4e épisode d'Itinéraire bis, un podcast de l'Indépendant sur les vins d'Occitanie. En 2 chevaux Charleston, nous partons à la découverte de ceux qui font la première richesse de notre région et nous apprenons à bien choisir notre vin. A tout de suite sur les routes d'Occitanie. Savagnin, Trousseau, Macabeu, Loin de l'Œil, voilà des noms de cépages qui étaient tombés dans l'oubli et qu'un peu partout en France, des vignerons soucieux d'authenticité et de spécificité locale, dans un univers viticole mondialisé, font revivre dans d'étonnantes cuvées, souvent en monocépage. N'est-il pas intéressant de mettre de côté un instant Cabernet Sauvignon, Merlot et consorts pour tenter l'aventure gustative d'un Duras, un cépage tarnais produit dans le vignoble de Gaillac, le plus occidental d'Occitanie. Aujourd'hui, seulement 10 cépages sur les 80 généralement utilisés représentent 70% des surfaces de vignes en France. C'est dire s'il s'agit ici de micro-production qu'il faudra dénicher, découvrir, s'approprier sans l'aide de personne. Guidés par cette envie d'ailleurs, nous sommes partis à Gaillac. Estella Lodo produit un rouge à partir des cépages Duras, Brocol et Syrah, mais aussi un vin de Duras à 100%. Vigneronne récoltante à Andillac, dans l'aire de Gaillac, au nord-est de Toulouse, elle est la fille de Daniel Lodo du groupe La Talvera, musicien occitaniste engagé, mais aussi ethnologue et ethnomusicologue réputé. Daniel Lodo a par exemple collaboré avec les Fabulous Troubadours et Claude Sicre avec Massilia également. Je rencontre Estella Lodo tout à fait par hasard lors d'une escapade en Charleston dans les Bastides du Gaillacois. Elle est amie avec l'hôtesse d'une chambre d'hôte à Cahuzac-sur-Ver, à 10 minutes en voiture de Cordes-sur-Ciel. L'endroit s'appelle Au Nid de Vigne, et ça a été la plus belle expérience en chambre d'hôte de l'année passée. Absolument formidable. À réserver sur Booking une merveilleuse adresse. Au Nid de Vigne, à Cahuzac-sur-Ver. Estella Lodo est viticultrice depuis 2003 et s'est installée à son compte en 2013. Comme elle ne produit que 13 000 bouteilles sur 3 hectares en fermage, elle est également responsable technique sur 8 hectares en Gaillac pour d'autres producteurs. Elle a appelé son domaine la Camba Torta, ce qui veut dire la jambe tordue, c'est-à-dire le cep de vigne tortueux. Mais ça, elle vous l'expliquera bien mieux que moi. Alors moi, je suis Estella Lodo, vigneronne première génération sur l'appellation Gaillac, donc pas issue de parents vignerons, voilà. Et j'ai créé un domaine qui s'appelle le domaine la Cambo Torto. C'est un nom occitan. Ça veut dire la jambe tordue, en fait, et c'est une façon d'appeler le cep de vigne en occitan. D'accord. Voilà, donc je suis dans la valorisation de ma culture occitane et des cépages autochtones et authentiques de l'appellation Gaillac. Je suis gaillacoise, née à Gaillac avec une grappe de Loin de l'Œil dans la bouche. Le Loin de l'Œil, c'est un cépage très ancien que l'on ne trouve qu'à Gaillac et que je vinifie en monocépage, en blanc sec. En fait, c'est notre richesse à Gaillac. C'est nos cépages que l'on ne trouve nulle part ailleurs et que l'on a oubliés pendant un certain temps. On a beaucoup planté de Merlot, de Cabernet pour se rapprocher de Bordeaux après la crise du phylloxéra. Et aujourd'hui, depuis 2017, on a l'autorisation de l'ODG, donc du syndicat de l'AOC Gaillac, de valoriser ces cépages en monocépage. On s'est battu pendant très longtemps pour avoir cette autorisation et on l'a depuis 2017. Donc je fais des 100% cépages donc Loin de l'Œil. Ouais. C'est pas le coin de l'œil, hein. Je vous parle du Loin de l'Œil. C'est une particularité de ce cépage qui lui a donné son nom, c'est-à-dire que la rafle qui porte la grappe est très longue et donc la grappe pousse loin de l'œil. Loulin de l'aile en occitan. Après, nous avons le 100% Duras, à ne pas confondre avec Côte de Duras, évidemment, qui est une identité géographique. Nous avons le vrai cépage Duras, qui est très épicé. Le Brocol, cépage Brocol, que l'on appelle le Fer Servadou, que l'on trouve aussi sur une petite appellation avéronaise, le Marcillac. Il appelle le Mansois là-bas. Nous avons le Brocol et nous avons un cépage oublié, qui s'appelle le Prunelard, qui est réintroduit dans l'appellation. Par contre, lui avait disparu. Donc, il a été réintroduit grâce à la volonté d'un groupement de vignerons, dont M. Plageol, que je dois citer, et qui est en fait un ancêtre du cépage très connu de l'appellation Cahors, donc le Malbec,
qui porte plusieurs noms aussi. Donc voilà, et tous ces cépages, c'est notre richesse à Gaillac et on doit mettre ça en avant pour faire remonter un peu la qualité de notre appellation aujourd'hui, parce qu'elle a été un peu dénigrée pendant trop longtemps. Donc voilà, moi je suis dans cette volonté-là de valoriser ma culture occitane et mes cépages authentiques de mon appellation, de ma région natale. Et après, en termes de mode de culture, je suis en ce que l'on appelle conservation des sols et haute valeur environnementale. Ce sont des nouveaux concepts culturels qui sont très importants et qui sont pour moi plus dans un sens d'agriculture durable que l'agriculture biologique où on nous incite encore à utiliser un peu trop de cuivre. Voilà. Mais on n'est pas dans le vin de nature. Non, du tout. Je suis quand même dans le raisonné. Le sol qui a été purgé peut-être aussi des pesticides, etc. Ou qu'est-ce que c'est un sol? Il y a plus de verticalité en fait par trop de labour, trop d'utilisation de cuivre et surtout trop de labour trop profond. On n'a plus de verticalité et donc les sols sont bloqués. Quand vous voyez un champ de grande culture labouré où où après une forte pluie, on se retrouve avec un étang. Il y a quelque chose qui n'est pas normal. Donc il faut limiter les labours et il faut ressemer des graines continuellement, et des légumineuses, des fleurs, diverses graines, de la besse, de la facélie, il y en a plein, du lin, de l'orge, pour redynamiser la vie dans les sols, réintroduire de la biodiversité. Moi, j'ai couché mes féveroles la semaine dernière. J'ai eu des pannes d'outils, mais j'avais l'impression d'être dans une mer de féveroles. C'était très dense, et j'avais plein d'abeilles, plein d'insectes qui sont là. Alors forcément, il faut les coucher au bon moment, pour avoir déjà le rapport en engrais vert, en azote voulu. Et puis, comme on est obligé en viticulture de positionner des insecticides, il faut évidemment enlever ces couverts avant le positionnement d'insecticides. Insecticides qui sont obligatoires en agriculture biologique, attention, pour la flavescence dorée. Excusez-moi. Pour la flavescence dorée, qui est une maladie qui est véhiculée en fait par la cicadelle, et c'est une lutte commune. Donc les viticulteurs bio sont obligés aussi de positionner. Donc effectivement, tout ce qui est réintroduit de la biodiversité, il faut le détruire avant de positionner ces traitements-là. D'accord. Alors revenons aux cépages. Donc vous avez parlé du loin de l'œil. Oui. Les deux autres cépages que vous avez en cuvée monocépage, ils s'appellent comment? Alors j'ai du Mauzac, mais que l'on ne retrouve pas forcément qu'à Gaillac aussi, le Mauzac, si vous le connaissez. Limoux, Limoux. Après il y a le Duras, ça par contre on ne le trouve qu'à Gaillac. Et le fameux brocol que l'on appelle le fer servadou, qui est un cépage de garde qui est très difficile à conduire. Il fait des petits grains, il est très sensible à la coulure. La coulure, c'est un phénomène quand il y a du froid au moment de la fleur. En fait, il y a des grains qui ne se développent pas. Et c'est un cépage de garde parce qu'il fait des petits grains. Il a tendance à concentrer beaucoup. C'est très, très bon. Et au goût, qu'est-ce que ça... C'est de la famille des Cabernets. Donc, si c'est vendangé un peu trop tôt, ça peut avoir des goûts un peu végétaux, type poivron. Mais si on l'a à bonne maturité, on est sur des arômes de cassis. Et on peut avoir des potentiels de garde très, très importants, des tanins bien présents. C'est un cépage que j'affectionne particulièrement, oui. D'accord. Gaillac est l'un des plus anciens vignobles de France. Le loin de l'œil est donc l'un des plus anciens cépages de France. Et il produit toujours. On ne peut donc pas minimiser le phénomène et parler de mode passagère. Mais pour mieux comprendre ce mouvement dans la consommation de vin français, j'ai rencontré le Limouxin Georges Gracia, sommelier hors pair installé à Carcassonne. Nous nous sommes retrouvés dans un nouveau lieu carcassonnais, les Halles de Jojo, ouvertes par la famille Mestre, les patrons de Sud Primeur, l'un des plus gros grossistes en fruits et légumes de la région. Georges y gère l'approvisionnement en vins locaux de la boutique vin des Halles de Jojo. Alors Georges Gracia, donc je suis maître sommelier de l'Union de la sommellerie française. Aujourd'hui, sommelier conseil à mon propre compte, après 35 ans de bons et loyaux services dans la restauration de prestige, de 3 macarons, de 1 macaron. Et donc aujourd'hui aussi sur du consulting, des créations de caves, de bars à vin, et également vente de vin, donc une partie négoce, une partie
agents sur certaines régions de France, plus un gros travail sur la formation pour justement amener de l'eau au moulin sur les connaissances des vins et avoir des gens plus compétents dans la restauration pour diriger nos clients sur des informations plus précises et plus intuitives. Voilà. Il lui fait la pâte bloquée. Et après, ici, il a les 2 machines pour le vin. Je me demandais quand même si c'est pas une mode ou comment tous ces cépages qui avaient été mis de côté parce qu'ils n'étaient pas à la hauteur des cépages internationaux comme le Cabernet, Sauvignon, etc. Comment ces cépages reviennent tout d'un coup au goût du jour? Alors, bon, il faut savoir que ces cépages aujourd'hui existent, mais existaient au départ, puisque c'est les premiers cépages qu'on a retrouvés sur le Languedoc-Roussillon. Alors ces cépages, sans les nommer tous, mais si on prend la Ramon, si on prend l'Alicante, le Picpoul noir, le Terré, tous ces cépages sont des cépages autochtones, comme tu dis très bien. Mais par contre, ils ont quitté leur place. Pourquoi? Parce que des cépages qui se sont implantés comme la Syrah, le Mourvèdre, mais d'autres cépages qui sont restés autochtones, comme le Grenache, le Carignan, entre autres, eux ont eu la part belle parce qu'ils étaient un peu dans le critère de ce qu'on attendait pour avoir des appellations d'origine contrôlée, c'est-à-dire un rendement suffisant, mais pas excessif, et des qualités aussi pour tout simplement cultiver ces cépages-là. Ces autres cépages autochtones qui ont été mis de côté, souvent étaient difficiles à arriver à maturité, étaient difficiles parce qu'ils avaient une peau très fine et ils attrapaient toutes les maladies possibles et imaginables. Donc on les a mis un peu au rencard. Mais ce qui est sûr, c'est que aujourd'hui, ces cépages existent, certains vignerons en ont conservé, certains pépiniéristes même en ont aussi pour la conservation de nos cépages. L'INRA, que ce soit à Montpellier ou autre, un conservatoire des cépages. Alors aujourd'hui, on en remet au goût du jour parce qu'ils ont des caractéristiques gustatives très particulières, avec un aromatique très spécifique qui fait que ça change un petit peu de nos appellations classiques où on va retrouver soit des dominantes de Syrah ou de Mourvèdre ou de Carignan, de Grenache, etc. Donc il faut aujourd'hui, entre guillemets, remettre un petit peu ces goûts-là à des gens qui cherchent un peu d'aventure, un peu d'histoire aussi, parce que c'est beaucoup d'histoire. Ça fait partie de notre patrimoine culturel Languedoc-Roussillon, et je crois que il y a un marché, mais c'est un marché de niche, c'est pas quelque chose de très volumineux, mais on peut en parler, et je pense que il y a un intérêt, surtout pour des gens qui connaissent bien la culture locale, régionale. Pour certains, ça leur rappelle un petit peu ce que faisait le grand-père, donc il y a quand même un intérêt à ces cépages-là. Certains vignerons ont créé des cuvées, je dirais spécifiques, qui sont en vin de France, tout simplement, puisqu'on n'a pas droit à l'appellation, puisqu'ils ne rentrent plus dans le droit d'appellation. Et aujourd'hui, les gens ne sont pas vraiment regardants sur l'étiquette AOC ou un IGP particulier. Vin de France peut être de grande qualité aussi, et avec des tarifs qui se situent pratiquement aussi cher que des AOP, des fois même plus. Donc je pense qu'il y a un intérêt. Voilà. Est-ce qu'il ne faudrait pas les protéger justement, ces cépages Alors les protéger, oui, on les a protégés, puisqu'il y a, comme je vous disais, l'INRA a gardé une vinothèque, on a ces cépages existent encore. Les développer, ça dépendra du marché, ça dépendra un petit peu de toute la chaîne marketing qui se fera autour. Mais je pense que ça reste quand même plutôt confidentiel, quoi. Voilà. Est-ce que dans les Pyrénées-Orientales, est-ce qu'il y a un exemple d'un vin, d'un très grand vin
ou enfin d'un très bon vin, on va dire, basé sur un ou plusieurs cépages, ou en tout cas où un cépage autochtone rentre vraiment, laisse sa marque sur le vin. Je pense qu'il y a des cépages comme le macabeu qui, lui, est un peu en perdition. Aujourd'hui, on a des macabeux qui vont être intéressants sur des rancios secs, entre autres. On va avoir des formes de produits qui existaient il y a 50 ans en arrière, qui étaient partis un peu aux oubliettes, qui se remettent un peu au goût du jour. Sur une clientèle qui cherche ce genre de... Alors, il y a, à ma connaissance, il y a des vignerons qui jouent cette carte, que ce soit dans les PO, que ce soit sur le restant des autres départements, même sur le département de l'Aude, en jouant la carte justement de ces vieux cépages, les mettre sur une cuvée précise. Sur le département de l'Aude, j'en connais deux, un sur l'Hérault, un sur l'Aude. Pierre Cross, par exemple, qui a sorti une cuvée depuis pas mal d'années, qui s'appelle Les Mal Aimés, et où on va retrouver tous ces cépages, des vieux cépages oubliés. On est sur un vin de France et on va retrouver à Ramon, Alicante, on aura un petit peu de vieux Carignan aussi, mais on retrouvera aussi du Picpoul noir, par exemple, du Riverainc, le Riverainc qu'on retrouve en noir comme en rouge. Ce sont des cépages, je dirais, autochtones, mais qui ont fini par disparaître, mais quelques vignerons en ont et font des cuvées. Vous avez Clos Santeil sur Syrah qui fait deux C de Santeil qui sont issus en blanc comme en rouge que de cépages autochtones qu'on ne retrouve plus dans les appellations. Voilà. Donc ça, sur les périodes orientales, je pense aussi qu'il y en a qui se sont penchés sur cette réflexion, qui font des cuvées, je dirais, hors normes, et c'est pas comparable à ce qu'on peut avoir en appellation d'origine contrôlée, puisqu'on n'a pas les mêmes cépages et on n'a pas les mêmes teneurs gustatives avec des aromatiques qui sont complètement différents, quoi. Voilà. Et le but, à mon avis, de ressortir ces vieux cépages, c'est de revenir sur des identitaires qui existaient il y a 50, 60 ans, voire plus, et de les remettre au goût du jour. C'est bien parce que ça permet aussi à nos générations qui ne connaissent pas vraiment, qui ont connu, je dirais, que des appellations d'origine contrôlée avec un cahier des charges bien précis, d'aller sur d'autres goûts, d'autres saveurs, d'antan, surtout d'antan. Ces petits vins, ces petites productions se retrouvent même sur les tables des grandes adresses, comme par exemple à l'auberge du Vieux Puy à Fonjoncouze, le restaurant du chef 3 étoiles Gilles Goujon, que nous avions rencontré dans l'épisode 3. Le chef sommelier du Vieux Puy, Gianni Polito, nous explique comment des vins de cépages peu communs se retrouvent sur les grandes tables comme celle-là. Je m'appelle Polito Gianni et je suis le chef sommelier de l'auberge du Vieux Puy, 3 étoiles Michelin à Fonjoncouze. Qu'est-ce qui fait que ces cépages aujourd'hui font de si beaux assemblages en Languedoc-Roussillon ? Les cépages locaux comme le macabeu, plus communément appelé le macabeo, le grenache gris, grenache blanc, c'est des cépages de la région. En blanc, par exemple. Comme vous l'avez si bien dit, vous l'avez essayé, la Cormez-et-Vin englobe un petit détour à travers le Languedoc-Roussillon en partant du sud du Roussillon, en remontant le Roussillon et le Languedoc pour s'arrêter au pied de la vallée du Rhône, mais du bon côté Languedoc. Et on cherche à respecter le terroir et accompagner au mieux le plat. Et on souhaite mettre des vins locaux, mais avec des cépages locaux également. Comme sur le rouge, on met du Carignan, du Grenache noir, Lieu-d'Honneur Pelu. Ce sont des cépages d'ici, qui autrefois, dans les années 70, 60 et 80, pendant une trentaine d'années, ils ont été arrachés. Et ils ont mis des cépages d'autres, comme le Chardonnay, comme le Viognier. Mais moi, je trouve que c'était une vision d'il y a 30-40 ans en arrière. La vision d'aujourd'hui, c'est que le vigneron, s'il est bon, il arrive à sortir la quintessence de chaque cépage. Parce que tous les cépages, ils sont bons à la base. Il faut juste savoir les travailler et savoir les accorder avec les plats. Du coup, ça donne des très bonnes surprises. Il y avait le premier vin que vous avez servi, votre équipe a servi, c'est un vin de Cals. Vous pouvez juste nous dire sur ce vin-là
Tout à fait. C'était le domaine de l'Horizon de Thomas Kleber. C'est un monsieur qui est d'origine suisse-allemande. Il était tombé, pour la petite histoire, amoureux de la fille de Gobi, donc à Kals, et il a acheté ses premières vignes il y a maintenant 12 ans. Et il a toujours travaillé en biodynamie, le respect de l'environnement et de nos clients. Et nous, en faisant également la démarche d'être sur des vins en biodynamie, bio et culture raisonnée. Tous les vins qui sont mis dans les accords mets et vins, ils sont tous ou en biodynamie, bio ou en culture raisonnée. Donc moi je trouve que c'est très important de mettre ça en avant aussi. Et c'était une base de grenache gris, grenache blanc et macabeu. Donc c'est vraiment, là vous êtes sur tous les cépages blancs du Roussillon, pas du Languedoc. C'est assez inédit. Enfin, il y en a beaucoup des vins comme ça en Roussillon, avec ces 3 cépages, cette association. Oui, tout à fait. Et j'aime beaucoup aussi les vins grenache gris, grenache blanc grenache gris et grenache blanc plutôt sur Collioure. Il y en a. C'est un beau terroir à blanc où maintenant ils sont en train de faire des blancs, mais c'est que 2% de la production totale, donc c'est tout petit. Et j'aime bien commencer par ou Kals ou Collioure parce que c'est vraiment la dernière appellation de la France métropolitaine. Et c'est ça c'est aussi un petit voyage qu'on veut faire. Et comment réagissent les clients quand vous leur dites, parce que bon, il y en a certains, j'imagine, qui veulent des grands vins ou des... je n'ai pas regardé les détails de la carte parce que je m'intéresse beaucoup au Languedoc-Roussillon, mais il doit y avoir des Bordeaux ou des choses comme ça. Quand vous leur proposez donc des vins... il y avait même un vin d'Ouveillan, là, la cuvée Les Vendanges du Cœur. Voilà, ça peut surprendre, mais c'est très bon. Tout à fait. Et en fait, les gens, ils réagissent en fait, à la prise de commande. Je prends toutes les commandes. Et je leur dis qu'on va faire un petit périple dans le Languedoc-Roussillon. Et c'est ça qui donne envie aux gens aussi de rester dans notre région. Donc c'est 98% de nos ventes, c'est Languedoc-Roussillon. On est un petit peu chauvin aussi, c'est ce qui fait le truc. Et juste pour terminer, votre profil, vous êtes du coin, comment vous êtes arrivé ici ? Non, en fait, moi, je suis italien. Je suis né en Toscane. Et mon père, il protégeait le consul italien à Toulouse. Et on atterrit en Ariège. Donc, c'est juste à côté, enfin, c'est à 1h30 d'ici. Et c'est ma région d'accueil. Et je souhaite mettre en avant les vins locaux parce que j'ai travaillé dans de grandes maisons, mais en Bretagne, en Alsace, en Provence, Haute-Savoie, Angleterre, les bateaux de croisière. Et nous sommes une région qui souffre encore du passé. Et j'ai envie de promouvoir la région. Et quand on vend avec le cœur, c'est plus facile de vendre sa région. Voilà. C'était le 4e épisode d'Itinéraire bis, un podcast de l'Indépendant, à retrouver tous les mois.